La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La philosophie du quotidien consacré cette année à l'humour, Mathieu Chauffret propose une séance intitulée « Humour et philosophie ». Vous plaisantez ? Bien, donc je crois que nous allons pouvoir commencer. Je vous dis bonjour, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite une bonne année. Je crois qu'on a le droit jusqu'au 31 janvier. Alors après avoir exploré le corps dans tous ses états, le cycle de conférences dédié à la philosophie du quotidien se poursuit en 2022 avec cette fois pour thème l'humour et le rire. Durant ce cycle, nous allons explorer à travers 6 conférences la nature du mot d'esprit, l'éthique de l'humour, le rire mauvais, le rire des philosophes, et enfin nous terminerons en explorant la civilisation du rire, c'est-à-dire l'extension du domaine de l'humour et du rire dans notre histoire culturelle. Nous essaierons ainsi de découvrir ce que le rire dit de l'homme, ce que le rire dit de nous, et si on peut rire de tout, ou si, au contraire, l'humour a des limites. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Chauffret. Bonjour et bienvenue à la BNF. Vous êtes professeur agrégé de philosophie dans le secondaire et vous êtes également chargé de cours à l'Université de Lorraine. Tout à fait. Vous avez publié « Qu'est-ce que l'humour » chez Vrin dans la collection Chemin philosophique. Et c'est donc à vous qu'il revient d'ouvrir le chemin de ces conférences, de ce cycle de conférences, avec une intervention intitulée « Humour et philosophie, vous plaisantez ». C'est à vous. Merci beaucoup. Je remercie les organisatrices et les organisateurs de ce cycle de m'avoir invité. Et puis je vous remercie toutes et tous d'être venus aujourd'hui pour m'écouter. Et puis aussi, j'espère, pour discuter ensuite de ce que je vais vous dire. Alors, je vais commencer par faire quelque chose d'assez classique. Finalement, je vais essayer d'expliquer le titre de la conférence, « Humour et philosophie, vous plaisantez ». En fait, il s'agit simplement de se poser une question assez sommaire. Est-ce que la légèreté de l'humour est compatible avec le sérieux de la philosophie ? Effectivement, on a parfois l'impression que les philosophes sont un peu grincheux ou pas forcément très drôles, mais je crois que c'est une erreur. Et je crois que la légèreté de l'humour est compatible avec le sérieux de la philosophie. Pas dans le sens où la philosophie et où les philosophes s'intéresseraient à tout. Je crois que c'est faux. Les philosophes ne s'intéressent pas à tout. Et puis ça nous embrouille aussi parfois cette idée, dans le sens où ça brouille les domaines de compétences. Mais je crois que l'humour et la philosophie sont compatibles parce que leur trajectoire se recoupe dans plusieurs domaines. Par exemple, le domaine de l'éthique, celui de l'ontologie de la personne, de la psychologie au sens général du terme, de l'analyse politique même. Et je vais essayer, évidemment, modestement, d'éclairer l'un ou l'autre de ces points pendant la conférence. Une des raisons aussi pour lesquelles les philosophes s'intéressent à l'humour et au rire, c'est que l'humour est universel. Alors je ne veux pas faire quelque chose de grandiose ici, hein. L'humour est universel au sens où la religion, par exemple, ou la musique sont universelles, ce qui signifie qu'il y en a toujours eu et partout, mais prenant des formes parfois radicalement différentes. Alors on peut toujours les reconnaître, mais effectivement on doit aussi reconnaître les distinctions qui s'imposent. L'humour est universel parce qu'on le retrouve dans toutes les époques et dans tous les lieux, comme je viens de le dire. Chez les Kissi de Guinée, par exemple, lors des enterrements, on prépare des sketchs pour se moquer un petit peu des défunts. On connaît, et vous connaissez certainement aussi bien que moi, les carnavals, les mascarades, les inversions. On utilise très souvent l'humour, vous et moi, comme un liant social pour faire connaissance. On l'utilise dans la pédagogie. En classe, ça marche toujours très bien pour réveiller les élèves, de faire un petit peu d'humour. Et puis, on trouve même des collections de blagues. Alors, on ne se tape pas la cuisse quand on les lit, hein, mais des collections de blagues de moines du 9e siècle, voilà, qui essayent un petit peu de faire des compilations de leurs blagues. Bon. Et cette universalité, je crois, elle suscite la curiosité des philosophes, toujours, qui se demandent, comme j'ai essayé de le faire dans le petit livre qui a été présenté tout à l'heure, qui se demandent ce que c'est que l'humour. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la question que je vais me poser. Alors, moi, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais je ne me suis pas intéressé à l'humour parce que l'humour est universel. Je ne me suis pas intéressé à l'humour en premier lieu parce que c'était une question d'éthique, de philosophie politique
ou d'ontologie de la personne, je me suis intéressé à l'humour à cause de ma mamie. Voilà. Ma mamie, à la fin de sa vie, souffrait d'une maladie neurodégénérative qui faisait qu'elle perdait la mémoire. Et au début de cette maladie, elle se rendait compte, hélas, qu'elle perdait la mémoire. Et à une veillée de Noël, alors que ma mère apportait la bûche à table, ma grand-mère s'est mise à chanter « Joyeux anniversaire ». Ce qui a créé évidemment une sorte de vide dans les discussions. Je me souviens que ma sœur avait les yeux gonflés de larmes et ma grand-mère nous a regardé d'un œil goguenard et a dit « Non mais je rigole hein, ». Voilà. C'est à partir parfois d'événements comme ça qu'on... Voilà, je me suis dit mais comment c'est possible en fait, sachant ce qui va se passer, sachant que ça ne s'arrange pas, sachant qu'elle va plonger progressivement dans la maladie, comment est-ce qu'elle fait en fait pour faire une plaisanterie là-dessus? Et puis très vite, quand on y réfléchit 2 minutes, on se dit c'est une forme de prise de recul, on prend de la distance vis-à-vis de quelque chose qui nous dérange ou qui nous fait peur. Et à y réfléchir, je me suis souvenu que j'avais lu longtemps avant un texte de Freud qui parlait de l'humour comme soulagement, hein. C'est-à-dire une manière pour nous, encore une fois, de nous décaler vis-à-vis de ce qui pourrait être dangereux pour nous ou de ce qui pourrait être même mortel pour nous, pourquoi pas. C'est ce que j'appellerais un peu plus tard la thèse du soulagement. L'humour agirait comme un baume en fait sur nos plaies, pas seulement sur nos plaies personnelles, mais aussi pourquoi pas sur les plaies des autres. Cette théorie du soulagement, elle fait partie des 3 grandes théories que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui pour répondre à la question, donc qu'est-ce que l'humour? Je commencerai par cette thèse-là et ensuite j'en évoquerai 2 autres, la théorie de la supériorité et la théorie de l'incongruité que j'essayerai d'amender par ce qu'on appelle une éthique des vertus, parce qu'elle pose des problèmes, cette théorie de l'incongruité, si elle reste toute seule. Voilà. Donc vous me pardonnerez, c'est un plan en 3 parties, c'est une sorte de maladie professionnelle qui touche tous les profs de philo. Donc je vais essayer de ne pas faire 3 sous-parties dans chaque partie, promis. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que cette théorie du soulagement? On la retrouve donc chez Freud dans un texte qu'il a ajouté en 1905 à un livre qui s'appelle « Le mot d'esprit et son rapport avec l'inconscient », et il appelait cet appendice « l'humour », tout simplement. Et pour bien comprendre ce que c'est que cette théorie du soulagement, Freud nous donne un exemple. C'est un condamné à mort qui est amené à la potence un lundi matin, et quand on lui demande quelles sont ses dernières paroles, il dit « la semaine commence bien ». Voilà. Et Freud se demande que fait en fait ce condamné à mort? Est-ce que c'est simplement un coup de panache? Est-ce que c'est un pied de nez à la justice? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et très rapidement dans son analyse, en fait, il en vient à une idée assez simple, qui est que finalement le condamné à mort veut faire comme si la semaine allait continuer pour lui aussi. Il veut se mettre dans la position de celui qui ne va pas mourir. Donc face à l'inéluctable, en fait, cette semaine commence bien, mais peut-être qu'elle se terminera mieux. En fait, il appose, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de baume sur ses blessures. Il essaye de se soulager lui-même de cette frayeur atroce qui consiste à être condamné à mort. Voilà. Bon. De quel type de soulagement on parle quand on est dans le cas du freudisme? Et puis on retrouve aussi ça chez Herbert Spencer, dans un livre qui s'appelle Physiology of Laughter, donc qui précède un petit peu celui de Freud, qui est en 1860. Qu'est-ce que c'est que ce soulagement, en fait? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? En réalité, nous disent Freud et Spencer, il faut imaginer notre système psychique comme une sorte de réseau hydraulique dans lequel circule en fait l'énergie psychique. Donc un petit peu comme un liquide, si vous voulez, mais il y a des vases d'expansion, des endroits où il y a de la rétention, il y a des digues, etc. Et ce système psychique, en fait, que ce réseau de tuyaux connaît parfois, en réalité, il y a des bouchons, quoi, si vous voulez. Et l'énergie psychique accumulée, en fait, devient une gêne pour le sujet. Et le rire et l'humour vont permettre de décharger en fait cette énergie psychique, à la fois donc mentalement, hein, comme le fait le condamné à mort, mais aussi physiquement. On n'a pas besoin de Freud pour le savoir, mais après un fou rire, on est même physiquement fatigué. Voilà. On a dépensé une énergie qui était accumulée
à l'intérieur de nous. Bon. Et ce qui est intéressant ici, on peut faire une toute petite parenthèse, c'est que ça nous renvoie à une théorie qui est en fait beaucoup plus ancienne que celle de Freud et qui correspond même à l'étymologie du terme d'humour, c'est la théorie des humeurs. Dans les collections hippocratiques, donc les textes d'Hippocrate et puis de ses disciples, on retrouve cette idée selon laquelle, à l'intérieur de notre corps, en fait, il y a 4 types de liquides, la bile noire, la bile jaune, le sang et la lymphe. Et dans la médecine grecque de l'époque, puis ça a duré longtemps, Molière en parle encore de cette théorie des humeurs, dans cette médecine grecque, en fait, il faut que les liquides atteignent ce qu'il appelle l'isonomie, une sorte d'équilibre en fait, à l'intérieur du corps. Et si les liquides ne sont pas en équilibre, qu'est-ce qui se passe? On tombe malade. Voilà. On tombe physiquement malade. On considérait à l'époque en fait que on tombait pas malade en attrapant un virus, etc. Mais on tombait malade parce qu'on avait un mauvais équilibre en fait à l'intérieur de soi. Par exemple, le choléra vient du mot koilé qui veut dire la bile noire. Mais d'un autre côté aussi, on peut être malade psychiquement chez les Grecs quand les humeurs sont en déséquilibre. La mélancolie, mélaïna kolé, c'est la bile noire aussi. Et finalement, et Freud le reconnaît, je crois, finalement, ça ressemble un petit peu, cette idée. Il y a un réseau, il y a des liquides à l'intérieur de nous, il faut se les imaginer comme ça. Bon, je pense que ça doit rester métaphorique, mais Freud le prend au sens littéral. Et puis, l'humour va permettre en fait de soulager, en réalité, les blocages de ce liquide à l'intérieur du système hydraulique. Alors, c'est une thèse qui est extrêmement noble, à mon avis, pour la raison que j'ai invoquée tout à l'heure. On ne se soulage pas que soi-même en faisant de l'humour, on peut aussi vouloir soulager les autres. La blague de ma grand-mère, elle n'a pas seulement permis à cette personne-là de se sentir mieux, mais peut-être à tout le monde. Enfin, une fois qu'on avait compris que c'était une blague quand même. Hein, parce que, ouais. Bon. Donc c'est une thèse qui est vraiment noble, mais qui possède quand même des faiblesses. Cette thèse du soulagement, je vais essayer de les présenter rapidement, hein, je vais procéder comme ça. Première faiblesse, on ne sait pas où sont ces liquides, on ne sait pas où est l'énergie psychique, on ne sait pas où sont les tuyaux. Enfin, je ne suis pas chanteur, mais qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Donc, on ne sait pas vraiment identifier en fait, à l'intérieur du corps tout ce réseau-là de tuyauterie. Bon, ça c'est un argument, je sais pas, on va dire de type très modestement scientifique. Où est-ce qu'on localise le système hydraulique de Freud et Spencer? Deuxième type d'argument, on pourrait se poser la question de savoir si la théorie du soulagement n'est pas une forme d'infantilisation du sujet. Où finalement, la personne cherche à créer une sorte de monde fictionnel dans lequel il va se projeter et pour en quelque sorte éviter ce qui la trouble. Hein, un refuge, en fait, à l'intérieur de soi. Le condamné à mort va faire semblant que la semaine continue parce qu'il ne peut pas supporter que la mort arrive. Quand je parle d'infantilisation, c'est au sens faible du terme. Hein. Je sais bien qu'en psychanalyse, il y a cette opposition entre le principe de plaisir et le principe de réalité, mais il n'empêche qu'on peut se poser la question de savoir si la théorie du soulagement, chez Freud au moins, n'est pas une sorte de mensonge à soi. Sauf que, en l'occurrence, j'ai du mal à imaginer comment on peut se mentir à soi-même. Vous me pardonnerez, c'est souvent un argument qu'on me reproche, mais j'y tiens un peu. La définition du mensonge consiste à connaître la vérité pour la transformer ou essayer de la cacher. Comment est-ce que je peux être en même temps celui qui connaît la vérité et celui qui croit celui qui la transforme, par exemple, hein. Ça me semble, il faut beaucoup de souplesse épistémique pour le faire, je pense, mais c'est un problème dans la thèse de Freud, quoi. Le condamné à mort, il ne peut pas vraiment croire que la semaine continue. Mais on peut quand même imaginer modestement que ça lui fait du bien de le dire. Voilà. Bon. Puisque cette thèse du soulagement possède un certain nombre de défauts, peut-être qu'il faut lui préférer une autre thèse. Bon, ce serait la deuxième que je vais essayer de développer, qui serait la thèse de la supériorité. Alors celle-ci, vous pouvez la trouver classiquement chez Bergson, dans Le Rire, ou bien chez Thomas Hobbes, dans le Léviathan, dans la première partie qui est consacrée à son anthropologie. C'est au chapitre 6, si ça vous intéresse d'aller chercher là-dedans, ça s'appelle « De la gloire soudaine ». Bon. Mais
on comprend mieux en fait ce que c'est que la théorie de la supériorité avec un exemple. Et je le prends dans un livre, un journal en fait, celui de l'abbé Munier, vous savez, qui était le prêtre ami de Jean Cocteau, etc. Donc, il a tenu un journal, cet abbé, et il y raconte l'anecdote suivante. Une paroissienne vient le trouver pour se confesser et elle lui dit « Mon père, je me trouve belle. Est-ce que c'est un péché ?» Et il lui répond « Non, c'est une erreur. » Donc on voit ici ce que c'est tout de suite la théorie de la supériorité. C'est très méchant. En plus de raconter ça dans un journal, c'est encore pire, parce que je crois qu'il la nomme en plus, si mon souvenir est bon. Et ça nous fait beaucoup rire, parce qu'on est méchants, en fait, apparemment. En fait, l'humour sert à quoi ici? C'est une brimade sociale. C'est une punition, c'est une sanction. Qu'est-ce que cherche à faire le prêtre, en l'occurrence? Il cherche à ramener son ouaille à la raison, certainement, mais d'une manière assez brutale. Il essaie de dominer, en fait, la personne pour lui rappeler, finalement, que c'est un péché d'orgueil, voilà, etc. Donc, cette théorie de la supériorité, je pense que vous l'avez saisie, c'est une forme d'humiliation, c'est une volonté de rabaisser autrui. Et chez Hobbes, finalement, ça prend une forme assez particulière. Je vais me concentrer sur lui, même si Bergson, c'est aussi cette théorie de la supériorité, à mon avis. Je vais me concentrer sur Hobbes, si vous permettez. Que nous dit-il donc dans ce chapitre 6 du livre 1 du Léviathan? Il nous dit que l'humour est réductible à la moquerie. En fait, il fait, à mon avis, quelque chose qui relève de la réduction. L'humour consiste à prendre le dessus sur les autres. L'humour consiste à dominer les autres. Et pour ce faire, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va montrer tous les défauts d'autrui. Donc des défauts physiques ou des défauts moraux, on pourrait le dire comme ça. Donc ça fait évidemment partie de la thèse générale de Hobbes qu'on pourrait qualifier d'égoïste. En société, nous cherchons à dominer les autres par tous les moyens possibles et imaginables. Et comme on n'est plus dans un état de nature où la violence brutale est de mise, on trouve des moyens plus subtils en fait de dominer les autres. Et la moquerie en fait partie. Donc, c'est son idée, avec ce concept de gloire soudaine. Qu'est-ce que c'est que la gloire soudaine, nous dit Hobbes? C'est le sentiment que j'éprouve lorsque quelqu'un exhibe une de ses failles. Pourquoi est-ce que ça nous fait tellement rire de voir quelqu'un qui se prend une porte vitrée? Voilà. Pourquoi est-ce que ça nous fait rire de voir quelqu'un tomber, même si la personne se fait mal? On a tendance quand même à adorer ça. Et qui ne s'est jamais félicité de voir même quelqu'un qu'on aime, on va tous rester dans la confidence de nos consciences, mais même quelqu'un qu'on aime échouer. Voilà. La gloire soudaine, en fait, c'est ce sentiment finalement que nous ressentons et qui est très, très puissant selon Hobbes et qui correspondrait à ce que nous on appellerait trivialement le sentiment de supériorité. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Je considère que pour le moment, je suis supérieur à l'autre. Mais ça ne suffit pas, évidemment, parce que mon désir va consister à faire remarquer en plus cette faille, à faire remarquer cette faiblesse chez l'autre. Il faut qu'il y ait des spectateurs, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et la raison en est que on a tellement peur que les autres voient en nous des failles qu'on cherche à détourner leur attention de nous pour qu'ils se focalisent sur les failles qu'on a identifiées chez autrui. Bon. Donc, finalement, cette domination chez Hobbes, on la comprend assez facilement. On domine autrui par l'humour et le rire, qui est une espèce de grimace pour lui, une sorte de rictus vengeur, en fait, le rire en est le symbole. Finalement, on sauve notre peau, dirait Hobbes, en accusant les autres. Alors dans ce cas, si Hobbes a raison, on pourrait se poser la question de savoir, mais qu'en est-il de l'autodérision ? Il nous arrive très souvent de nous moquer de nous-mêmes. Et si c'est le cas, alors on pourrait se dire, bah oui, mais là on voit bien que la théorie de la supériorité ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui bloque. Mais Hobbes, il a une réponse très subtile à ça, en fait. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va intégrer l'autodérision dans la moquerie. Qu'est-ce que je fais lorsque je fais de l'autodérision ? Premièrement, j'empêche les autres de se moquer de moi-même.
je leur coupe l'herbe sous le pied. C'est moi qui me moque de moi, et vous, vous n'avez plus la possibilité de le faire. C'est déjà trop tard, c'est fait. Bon, ça c'est la première possibilité. Mais la deuxième est encore plus subtile chez Hobbes. Je me sens tellement élevé dans l'échelle sociale qu'en me moquant de moi-même, je montre à tous les autres que je ne pourrai jamais redescendre à leur niveau. Voilà. Donc je fais la preuve de ma supériorité largement en faisant de l'autodérision. Donc finalement, l'argument est intéressant chez lui. Cette supériorité qui s'origine dans l'égoïsme va jusque dans l'autodérision, qui est la démonstration de ma propre force intellectuelle, physique, ce que vous voulez, mais qui permet en fait de parvenir à un niveau encore plus élevé de domination. Bon. Ceci étant dit, la thèse de Hobbes, à mon sens, mais c'est pas moi qui l'invente, c'est Francis Hutcheson qui l'invente, la thèse de Hobbes a aussi des faiblesses, comme celle de Freud et de Spencer avait des faiblesses. Et on trouve la critique donc chez Hutcheson dans ses réflexions sur le rire. Donc ça date de 1725. Hutcheson qui faisait partie des Lumières écossaises comme Thomas Reid, bien qu'il soit irlandais. Ça fait rire que moi, en fait. Donc, voilà l'ensemble des arguments qu'on trouve chez Hutcheson. Premièrement, si Hobbes a raison, pourquoi pas, lors d'un dimanche pluvieux, alors que vous vous ennuyez à mourir et que vous trouverez la vie très triste, ne pas aller visiter une léproserie. Parce que vous ressentirez alors un sentiment de gloire soudaine qui va transformer littéralement votre dimanche. L'argument est de Hutcheson. Plus sérieusement, Hobbes fait une sorte de sophisme, on pourrait presque dire un sophisme de composition. Il confond une partie de l'humour avec le tout de l'humour. Il confond la moquerie avec l'humour en général. Mais ce que fait remarquer Hutcheson, c'est qu'il peut y avoir de la supériorité sans rire, et il peut y avoir du rire sans supériorité. En fait, on parle de conditions nécessaires ou suffisantes, je ne veux pas faire de la logique, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant ici. De la supériorité sans rire, l'exemple que Hutcheson prend, c'est celui, vous lisez dans les faits divers des choses sordides sur des meurtres ou des enlèvements d'enfants, et vous vous sentez moralement supérieur aux gens qui font ça. Mais ça ne vous donne pas envie de rire du tout. Bon. Et puis, du rire sans la supériorité, il y a quand même tout un tas de plaisanteries. Alors, ce n'est pas forcément les meilleures. Parfois, elles sont un peu absurdes, juste, mais il y a tout un tas de plaisanteries qui peuvent susciter le sourire sans générer la moindre supériorité. Pourquoi les éléphants sont-ils gris? Pour les différencier des framboises. Voilà. Eh ben, on voit bien ici, merci de rire, vous êtes bien aimable, mais on voit bien ici que personne ne se sent supérieur ni aux éléphants ni aux framboises. Il n'y a rien qui soit de cet ordre-là. Donc, finalement, il y a du rire sans la supériorité. On pourrait même aller encore plus loin. La moquerie elle-même, donc ce qui est défendu finalement par Hobbes, elle peut être bienveillante. Un parent peut se moquer de son enfant pour le ramener dans le droit chemin. Un professeur peut faire pareil avec un de ses élèves. On peut être parfois ironique. Ah bah tiens, vous êtes encore à l'heure aujourd'hui, à l'éternel type qui est en retard, etc. On peut vouloir faire de la moquerie avec bienveillance, pas seulement par pur égoïsme, en fait. Bon. Il existe donc cette espèce d'humour innocent et qui peut être parfois hilarant. J'ai le souvenir vous connaisserez l'histoire de toute ma famille plus tard, mais mon fils qui avait un poisson rouge, et un matin j'ai vu que le poisson rouge nageait sur la tranche, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'était pas en forme, et je lui ai dit écoute, ce soir quand tu rentreras de l'école, certainement que Jean-Marie, c'était le nom du poisson rouge, certainement que Jean-Marie sera mort. Et son petit menton a tremblé comme ça, il m'a dit mais je pourrais quand même avoir du chocolat? Voilà. Ça c'est une blague, c'est mignon, voilà, c'est un enfant, on sent bien qu'il est quand même un peu égoïste sur les bords, mais il s'assure qu'il peut quand même avoir un dessert même en cas de deuil de poisson rouge. On voit bien que là on éclate de rire, pas parce qu'on veut se sentir supérieur à l'enfant ou au poisson rouge, il n'est pas du tout question que ça. Bon. Ce que défend Hutcheson finalement, c'est une éthique de la bienveillance.
Il dit pourquoi est-ce qu'on devrait mettre l'accent systématiquement, comme le fait Hobbes, sur l'égoïsme, la domination, la supériorité, la destruction de l'autre. Alors évidemment, vous allez me dire, l'histoire n'est que champ de ruines et les guerres, les conflits, etc. J'entends bien, mais Hutcheson dit on pourrait aussi essayer de se concentrer sur l'altruisme, les réactions agréables, l'humour comme liant social, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction. Et j'essaierai d'y revenir un peu plus tard, mais bon, ça c'est pas un argument, c'est une piste de réflexion, évidemment, mais ça peut quand même être, à mon sens, quelque chose de pertinent, enfin je crois. Voilà. Puisque cette thèse de la supériorité a, elle aussi, un certain nombre de failles, on peut passer à la troisième théorie, qui est celle sur laquelle j'aimerais m'attarder un petit peu, pour la simple raison que c'est celle que je défends, en fait. Voilà. Donc la thèse de l'incongruité consiste... alors elle va se faire en deux temps. D'abord une description, en fait, et puis, dans un deuxième temps, une espèce de réflexion éthique ou morale. Pour les défenseurs de la thèse de l'incongruité, l'humour, c'est la capacité à faire rire en provoquant la surprise. En fait, c'est très classique aujourd'hui si vous regardez des spectacles de stand-up. Hein, il y a cette rupture entre le setup, donc la mise en place de la plaisanterie, et puis ce qu'on appelle la punchline, voilà, qui va venir surprendre tout le monde, et c'est ça qui va générer le rire. Donc on rompt subitement. Voilà. Il y a quelqu'un qui est très fort pour le faire. C'est le comédien anglais Ricky Gervais, je ne sais pas si vous le connaissez, enfin vous connaissez certainement, mais il fait des blagues absolument géniales. Alors, il dit mais arrêtez avec les lundis n'ont rien de mauvais en soi, c'est juste votre vie qui est nulle. Voilà. Ce genre de plaisanterie, en fait, on voit bien, c'est dans son spectacle Humanity, si ça vous intéresse d'aller voir le reste, vraiment c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit aussi, on m'a demandé quelles seraient les 3 choses que je sauverais si ma maison était en feu, et j'ai répondu mon chien, ma salamandre et un des 2 jumeaux. Il est un peu méchant, mais c'est drôle. Donc l'incongruité, c'est ça. On ne s'attend pas d'un coup à ce qu'il y ait un jumeau, quoi, à la fin. Hein. Donc il met en place quelque chose, et son but, c'est de générer une surprise à la fin de son énoncé. Donc il y a une rupture entre cette attente qui est créée et puis la surprise qui est réellement subie en fait par le sujet. On ne fait pas exprès de rire quasiment, et c'est ça qui va poser problème, on va le voir, c'est pour ça qu'il faut un amendement éthique. On ne fait pas exprès de rire quand il y a rupture, on est pris au piège en fait par le comédien ou le plaisantin de notre entourage, etc. Ce qui est intéressant, c'est que on retrouve cette question de l'incongruité, cette thèse de l'incongruité, déjà dans l'Antiquité, chez Aristote, dans son traité de rhétorique. Si vous regardez dans la 3e partie, au chapitre 11, paragraphe 6, j'ai oublié la ligne, que font les rhéteurs éloquents, dit Aristote? Ils créent la surprise en rapprochant des idées qui, a priori, pour nous, sont éloignées. En fait. C'est-à-dire qu'ils vont nous permettre de comprendre quelque chose en créant cette surprise par comment est-ce qu'on pourrait dire ça, l'adjonction de 2 concepts, finalement, la jonction, pardon, de 2 concepts qui pour nous étaient séparés au départ. Et Aristote dit, on le trouve chez les poètes aussi, ça. C'est une fonction en fait du langage qu'on trouve chez les poètes quand ils veulent rendre le langage vivant. Vous trouvez ça chez Homère, l'aurore aux doigts de rose. Pardon, c'est un exemple qui est très couru, mais voilà. Vous avez ça dans Hamlet aussi, la vie est comme une goutte de rosée qui s'évapore au matin. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette tendance? Ça s'appelle parfois l'énargeia chez les Grecs, c'est la capacité à rendre le langage vivant, le discours vivant, en nous surprenant par cette jonction dont je parlais tout à l'heure. Et on voit là aussi que l'humour va être différent du divertissement. Dans l'humour, on apprend quelque chose. En fait, on va plus loin simplement que la blague sur la belle-mère, quoi. On essaye de saisir quelque chose du monde. Donc l'incongruité, ce serait la capacité à mettre en scène ce qui est décalé, ce qui est inapproprié. Donc on pourrait risquer ici une définition de l'humour. Enfin, je risque une définition de l'humour, qui serait la capacité à provoquer le rire par un énoncé qui serait élégant,
mais surtout surprenant, c'est-à-dire qui met en relation des objets, des personnes, des concepts, des phénomènes qui ne le sont pas habituellement. Donc, ça c'est du côté du plaisantin, du côté du comédien, de la comédienne, voilà. Mais l'humour, c'est aussi la capacité à rire de ce genre d'énoncés parce qu'on les a compris. C'est-à-dire que si on a de l'humour, on est capable d'en faire, mais on est aussi capable de le comprendre. Et c'est très important ça pour Aristote, j'y reviendrai, on trouve ça notamment dans l'Éthique à Nicomaque, quand il décrit ce que c'est que l'eutrapelia, c'est une sorte de joie, de bonne aloi, comme ça. Voilà. Ce qui est très important ici, c'est qu'il faut saisir la blague. On voit bien qu'il y a un mouvement de l'intelligence, en fait, qui est en jeu. Il y a plein de blagues, des blagues dans des langues étrangères, par exemple, qui nous échappent, parce qu'il y a des expressions idiomatiques, ou si on ne fait pas de philosophie, parfois on peut être un peu désarmé. Il y a des blagues de philosophes qui font rire que les philosophes. Elles sont drôles, mais Descartes qui rentre dans un café, vous la connaissez peut-être, et qui commande un café, et la serveuse lui dit « Vous prendrez du sucre ?» Il dit « Ah, je pense pas », et il disparaît. Voilà. Si on n'a pas lu les méditations métaphysiques, et qu'on ne voit pas à quoi correspond le cogito ergo sum, à un moment donné, alors ça, je la raconte à mes élèves de terminale en début d'année, je leur dis « C'est pas drôle, hein ». Et après, quand on fait les méditations métaphysiques, je leur re-raconte. C'est toujours pas drôle, mais ils ont compris. Voilà. Donc, c'est ce genre de plaisanterie, ou deux logiciens qui se rencontrent. Ah, comment tu vas ? Ma femme est enceinte. Ah, c'est un garçon ou une fille ? Exact. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est une blague de logicien. Bon. Je suis vraiment content que vous riez, quoi, parce que d'habitude, c'est un flop total. Donc, effectivement, l'idée, c'est cette capacité à produire et à comprendre, en fait, des énoncés élégants et surprenants. Donc, on a de l'humour ou on n'en a pas, peut-être, hein, c'est la question. Et étrangement, ici, l'humour commence à ressembler à une disposition. Au sens fort, hein, une vertu, quoi. Finalement, j'essaierai d'y venir plus tard. Mais avant de venir à cette idée de la vertu, il faut aborder un point, il faut aborder une question qui est très importante. Il y a quantité de mots d'humour qui fonctionnent par surprise, par association d'idées. Il y a quantité de mots d'humour qui nous font, qui nous surprennent parce que ils mettent en lien des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Et pourtant, ces mots d'humour ne sont pas acceptables. Il y a des blagues racistes, il y a des blagues sexistes qui sont incongrues, hélas. Ça ne veut pas dire que c'est légitime d'en rire. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut être pris au piège parfois. Ça nous est tous, soyons honnêtes, ça nous est tous déjà arrivé de rire et de nous rétracter juste après. Parce qu'on est surpris, en fait, donc l'énergie du rire se dépense. Et ensuite, on se dit, non, j'aurais pas dû rire parce que c'est incongru, mais pas approprié, en fait. C'est pas légitime d'en rire. Donc, l'incongruité, je pense, cette thèse-là rencontre moins de difficultés que le soulagement ou la supériorité, mais elle rencontre ici une difficulté majeure qui peut peut-être se régler si on l'amende moralement encore. Voilà. Bon. C'est ce que je voudrais essayer de faire. Donc, quelque chose qui serait une mise en relation de l'humour avec l'éthique, si vous voulez. Avoir de l'humour, ce serait avoir une vertu. Mais on peut se poser la question de savoir ce que c'est qu'une vertu. Et évidemment, si on cherche à savoir ce que c'est une vertu, on se tourne très souvent vers Aristote, qui décrit ça très bien. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'Éthique à Nicomaque, dans un passage qui s'appelle « Du bon goût dans l'activité du jeu ». Pour Aristote, l'humour, c'est ce qu'on appelle une petite vertu. C'est-à-dire qu'elle va servir de lien entre des vertus plus grandes. Par exemple, l'humour peut être très important dans la vertu d'amitié. Donc l'humour, c'est une petite vertu, mais c'est une vertu quand même, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'humour permet un repos particulier, qui est le repos de l'âme. Lorsque nous sommes stressés, fatigués psychiquement ou angoissés, en fait, on peut reposer notre corps autant qu'on le veut. Quand on se réveille, les angoisses sont quand même là. Il y a un repos spécifique pour Aristote. On retrouve ça aussi dans l'interprétation thomiste des thèses d'Aristote dans la Somme théologique. Mais il doit y avoir un repos spécifique pour l'âme, parce que celui du corps ne lui convient pas. Et l'humour, ça peut être un moyen de reposer l'esprit. Il y a dans la Somme théologique, c'est
à la question 168 de la deuxième partie de la deuxième partie, Thomas d'Aquin revient comme ça sur la thèse d'Aristote et il cite la conférence des pères. Et Saint Jean, en fait, s'amuse avec des enfants et on vient lui reprocher en lui disant « Non, on m'a dit, ça va, t'as pas autre chose à faire que de t'amuser avec des enfants. » Et pour essayer de faire sa démonstration, il demande à un archer de venir et de tirer des flèches, les unes à la suite des autres. Et évidemment, au bout d'un moment, la corde rompt. Et il dit, voilà, j'ai fait ma démonstration. Notre esprit est comme une corde. Si nous le tendons en permanence sans jamais lui laisser le moindre repos, eh bien, il finit par lâcher. Donc il faut un repos spécifique. Aristote appelle ça le repos par l'amusement, par exemple. C'est une activité de jeu intellectuel. Bon. Donc ça, ce serait déjà pas mal hein, comme vertu. La définition de la vertu, donc c'est une disposition du caractère, c'est-à-dire que ça va définir quelqu'un. Une vertu, je sais pas moi, la ponctualité, la gentillesse, etc. Je sais pas, tiens, je vais te présenter Jeanne. Comment elle est ? C'est une grande rousse et puis elle est plutôt joviale. Voilà, on va donner un certain nombre d'informations sur la personne, dont des vertus qui permettent de connaître son caractère, en fait. Et cette vertu, elle est aussi, nous dit Aristote, un juste milieu. Par exemple, le courage serait un juste milieu entre un vice par excès et un vice par défaut, entre la lâcheté et la témérité, par exemple. Donc on pourrait comme ça décliner toutes les vertus, je vous fais grâce de ce genre de développement, mais l'humour, lui, c'est un juste milieu aussi, pardon, c'est un juste milieu aussi entre l'esprit grincheux et puis la bouffonnerie. Voilà ce que dit Aristote. Si vous voulez avoir un humour de bonne aloi, vous ne devez pas être grincheux. On connaît tous des gens comme ça qui n'ont pas envie de rire jamais, qui trouvent rien drôle, qui veulent jamais se détendre parce que ça ne correspond pas à leur caractère. Ils sont certainement pas très heureux. Je suis pas en train d'accuser quiconque d'avoir un certain caractère. Donc finalement, ils refusent toute activité de détente ou d'amusement. Ça, ce sont les grincheux. Et d'un autre côté, vous avez les bouffons. Et là, dit Aristote, c'est presque pire. On en connaît aussi des gens qui veulent rire à tout prix tout le temps et faire des blagues, même si elles sont mauvaises, ou dès qu'elles leur viennent à l'esprit, il faut que ça sorte, etc. Voilà. Donc ça, c'est les bouffons, en fait. Bon. Et Aristote dit, l'humour, donc c'est une gaieté. C'est une joie de l'esprit, du corps, un repos, un amusement, mais elle doit être de bonne aloi. Alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler, et puis dans les conférences qui viennent aussi, il va y avoir des choses là-dessus, mais de bonne aloi, ça veut dire plusieurs choses pour lui. Ça peut être du point de vue du législateur, par exemple. Il y a des choses dont on n'a pas le droit de rire, etc. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on peut parler d'humour chez Aristote uniquement si on parle de la personne qui a de l'humour ou qui manque d'humour. C'est-à-dire qu'on ne va plus se poser la question de savoir... Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne blague ? On va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon humoriste ou une bonne humoriste. En fait, c'est ça la question qui va se poser. On s'intéresse plus à la personne qu'au contenu de la blague. Est-ce que vous préférez être une humoriste comme Blanche Gardin ou est-ce que vous préférez être un humoriste comme Jean-Marie Bigard ? C'est ce genre de questions-là qui se posent, en fait, finalement, maintenant. On va plus se poser la question de savoir, tiens, qu'est-ce qui fait rire, mais qui fait rire, en fait, et comment, voilà. De plus, ce qu'on voit aussi ici, c'est que l'humour demande une forme de modération. Il y a un très très beau texte, enfin c'est la retranscription d'un sketch de François Morel dans une émission de France Inter. Le sketch s'intitule « J'aimerais pas être le cardiologue d'Alain Finkielkraut ».
dans lequel, en fait, il décrit ce que c'est qu'un bon humoriste. C'est très intelligent la manière... qui suis-je pour juger de l'intelligence de François Morel, mais c'est très intéressant la manière dont il le fait, parce qu'il dit un bon humoriste, c'est pas quelqu'un qui s'acharne tout le temps sur les mêmes cibles. Il essaye vraiment de montrer en quoi la modération, la modestie aussi, l'humilité font partie de toutes les dispositions qui permettent l'émergence de l'eutrapelia ou de ce que nous appellerons ici l'humour. De ce fait, l'humour peut être défini comme une véritable disposition de celle ou de celui qui va générer de la surprise en rompant des habitudes. Mais cette disposition, c'est aussi la marque d'une forme d'équilibre entre la rudesse, finalement, du grincheux et la bouffonnerie. Et l'humour n'est pas... il ne faut pas confondre, l'humour avec le simple divertissement, à mon avis. Il est quelque chose de plus. On y apprend certainement quelque chose sur la forme du discours, mais aussi sur le fond du discours. C'est ce qui distingue la subtilité de cet humour, qui dit quelque chose de la vie et de son absurdité. Et puis la vacuité du divertissement qui est le symptôme en fait de cette absurdité. Le rôle de l'humour, c'est celui d'un amusement intelligent finalement, mais aussi celui d'un apaisement des rapports sociaux et peut-être aussi des souffrances individuelles. Je prête beaucoup à l'humour là, mais c'est aussi peut-être pour lancer une discussion. C'est sans doute pourquoi l'humour met très souvent en avant nos défauts, nos failles, les échecs de nos vies. Non pas parce qu'on doit le confondre avec la moquerie, mais parce qu'il participe du lien et du partage des échecs qui sont liés à notre condition. Évidemment, ça ne sous-entend nullement que l'humour doit être bienveillant dans son contenu, mais seulement peut-être dans son but. Ça explique pourquoi on rit moins volontiers aux blagues sur les belles-mères qu'aux plaisanteries plus profondes comme si Dieu n'existe pas, j'ai payé ma moquette beaucoup trop cher. Voilà, je vous remercie. J'en ai terminé. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.